Le cycle d'Elric par Michael Moorcock. Tome 1. Elric des Dragons. Chapitre 5. Le navire des terres et des mers. Et combien y a-t-il encore de dragons qui dorment dans les cavernes demanda Elric en arpentant de long en large le balcon qui donnait sur la cité. C'était le matin. Le soleil demeurait caché derrière les nuages sombres accrochés au-dessous des tours de la cité qui rêve. En bas, dans la rue, la vie quotidienne d'Imrir continuait, à laquelle ne participait plus la majorité des soldats qui étaient partis à la recherche des fuyards et qui n'étaient pas encore revenus, et qui ne reviendraient d'ailleurs pas avant de longs mois. Divim Tvar était accoudé au garde-fou du balcon et regardait dans la rue, le regard perdu dans le vague. Il avait des traits tirés, les bras croisés comme pour préserver ce qui lui restait de force. Deux, peut-être. Ce serait très difficile de les réveiller, et même si l'on y parvenait, je doute qu'il nous soit de quelque utilité. Quel est ce navire des terres et des mers dont Arioche a parlé? J'ai lu quelque chose à son sujet, dans le grimoire d'argent et dans d'autres livres. C'est un navire magique sur lequel est monté un héros melnibonéen avant même l'apparition de Melniboné et son empire. Mais existe-t-il encore? Et si oui, où se trouve-t-il? Cela, je ne le sais pas. Et qui pourrait le savoir? Divim Tvar se redressa et se tourna vers Elric. Arioche? Fit Elric sur un ton interrogateur. Puis il haussa les épaules. Mais, de toute façon, il ne me le dira pas. Et vos amis les élémentaires de l'eau, ne vous ont-ils pas promis de vous aider? Ne sauraient-ils pas quelque chose en matière de navire? Elric fronça les sourcils. Le sillon de ses rides se creusa. Oui, Stracha saurait peut-être, mais j'hésite à invoquer son aide une nouvelle fois. Les élémentaires de l'eau ne sont pas aussi puissants que les seigneurs du chaos. Leur pouvoir est limité et, qui plus est,
Ils sont plutôt capricieux comme tous les élémentaires. J'hésite aussi à user de sorcellerie, à moins que cela ne s'impose vraiment. Vous êtes un sorcier, Elric. Vous avez d'ailleurs largement prouvé vos dons dans ce domaine. Vous avez invoqué un seigneur du chaos, l'acte de sorcellerie le plus difficile. Et vous hésitez encore? Je vous conseille, monseigneur, de passer outre à ces considérations. Vous avez décidé d'user de sorcellerie pour retrouver le prince Irkun. Le sort en est déjà jeté. Il serait sage d'en user maintenant. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de l'effort mental et physique que cela demande. Si, monseigneur, je suis votre ami, je n'aime pas vous voir souffrir, et pourtant, il y a aussi le problème de mes forces, dit Vim Tvar, rappela Elric à son ami. Combien de temps encore vais-je pouvoir absorber ces potions trop puissantes, qui pour le moment préservent mes forces? Elles me donnent de l'énergie, certes, mais elles épuisent aussi les quelques ressources de mon corps. Je risque de mourir avant même d'avoir retrouvé Simoril. Je vous comprends. Mais Elric s'avança et posa sa main blanche sur l'habit jaune de Divim Tvar. Qu'ai-je à perdre en fait? Non, vous avez raison. Je n'ai pas le droit d'hésiter lorsque c'est la vie de Simoril qui est en jeu. Je suis en train de répéter l'erreur qui nous a tous menés là où nous en sommes en ce moment. M'accompagnerez-vous? Oui. Et Divim Tvar commença à sentir peser sur lui aussi le fardeau qui pesait sur la conscience d'Elric. C'était un sentiment très étrange pour un Melnibonéen, et Divim Tvar se sentit mal à l'aise. La dernière fois qu'Elric avait longé ses sentiers sur son coursier, c'était avec Simoril, du temps où ils étaient heureux tous les deux. Il lui semblait qu'il y avait une éternité de cela. Il avait été insensé de croire en ce bonheur. Il dirigea son étalon blanc vers les falaises qui descendaient à la mer. Une légère pluie tombait. L'hiver s'installait peu à peu à Melniboné. Ils laissèrent leurs chevaux sur les falaises, de crainte qu'ils ne soient effarouchés par les pratiques occultes d'Elric, et descendirent à pied jusqu'au rivage. Les gouttes de pluie se mêlaient aux flots de la mer. Une nappe de brume s'étirait au-dessus de l'eau. Il régnait un silence lugubre. Avec le haut mur sombre des falaises derrière et la nappe de brume devant lui, Divim Tvar avait l'impression d'avoir sombré dans un enfer de silence où il ne tarderait pas à rencontrer les âmes mélancoliques de ces héros légendaires qui s'étaient donné la mort en se mutilant. Le bruit de leurs pas sur les galets était aussitôt happé par la brume, qui semblait engloutir et avaler chaque son comme si elle vivait par le son. Maintenant, murmura Elric, qui ne semblait nullement remarquer l'atmosphère lugubre et oppressante qui planait au-dessus d'eux. Maintenant, je dois me rappeler la rune que je me suis rappelée si facilement il y a plusieurs mois. Il s'éloigna de Divim Tvar pour aller jusqu'au bord de l'eau et s'assit doucement, les jambes croisées. Son regard se perdit dans la brume. Lorsque Divim Tvar vit l'albinos s'asseoir, il eut l'impression d'être en face d'un enfant faible et vulnérable. Il ressentit de la pitié pour un enfant qui se montre courageux, mais qui n'en est pas moins ému. Il voulut alors interrompre Elric dans son rituel afin de se rendre au pays d'Oin et de Yu par des moyens ordinaires. Mais Elric levait la tête comme un chien qui hurle à la lune. Et des mots étranges, des mots angoissants s'échappaient de ses lèvres. Divim Tvar comprit alors que, même s'il voulait parler à Elric, celui-ci ne l'entendrait pas. Divim Tvar connaissait la langue sacrée, noblesse oblige. Les mots lui semblaient cependant étranges. Elric leur donnait en effet une intonation particulière, une signification secrète. Sa voix allait de la voix de basse à la voix de fausset. Divim Tvar n'aimait pas entendre de tels sons dans une gorge mortelle, et il comprit facilement pourquoi Elric répugnait à s'adonner à de telles pratiques. Le seigneur des cavernes des dragons, bien que melnibonéen, était très tenté de reculer d'un pas ou deux, et même de battre en retraite jusque sur le haut de la falaise, d'où il pourrait observer Elric en toute sécurité. Et il dut se forcer à rester là,
tandis que l'invocation continuait. L'incantation dura encore un certain temps. Les gouttes de pluie se faisaient de plus en plus grosses sur les galets, qui devenaient luisants. Elles se faisaient aussi de plus en plus lourdes sur la surface tranquille du sombre océan. Elles cinglaient le visage de l'albinos. Un frisson parcourut Tivim Tvar, qui s'emmitoufla dans sa cape. Stracha, Stracha, Stracha. Le bruit de la pluie vint se mêler à l'incantation. Ce n'étaient plus des mots, c'était le bruit du vent ou le bruit de la mer. Stracha! Divim Tvar eut de nouveau envie de s'enfuir, mais cette fois-ci en rejoignant Elric pour lui dire d'arrêter, pour lui dire de trouver d'autres moyens pour atteindre Loin et le Yu. Stracha! C'était un cri d'angoisse. Stracha! Divim Tvar voulut appeler Elric, mais fut incapable de prononcer son nom. Stracha! La silhouette d'Elric oscillait. Le vent dépêcha cet appel à travers les cavernes du temps. Stracha! Divim Tvar comprit alors que, pour une raison ou pour une autre, le pouvoir magique de la rune n'avait pas opéré, et qu'Elric était en train d'épuiser ses forces en vain. Et pourtant, le seigneur des cavernes des dragons ne pouvait rien faire. Sa langue était paralysée, ses pieds semblaient paralysés aussi, cloués au sol. Il regarda la brume. Ne s'était-elle pas rapprochée du rivage? N'avait-elle pas pris une teinte étrange, un étrange vert lumineux? Il regarda alors plus attentivement. Une vague gigantesque se forma et vint envahir la grève. Les galets se brisèrent, la brume s'estompa. De faibles lueurs envahirent le ciel, et Divim Tvar crut même voir une gigantesque silhouette luisante émergeant des flots. Elric ne chantait plus. C'est... Seigneur Stracha, disait Elric d'un ton presque normal. Vous êtes venu. Je vous en remercie. La silhouette se mit à parler d'une voix qui ressemblait au grondement des vagues sous un soleil resplendissant. Les élémentaires sont inquiets, Elric, car on dit que tu as invité les seigneurs du chaos à venir sur ton niveau. Et les élémentaires n'ont jamais aimé les seigneurs du chaos. Mais je sais que, si tu as fait cela, c'est que tu y étais contraint, et nous ne te gardons pas rancune. J'ai été contraint de prendre cette décision, Seigneur Stracha. Je ne pouvais faire autrement. Si vous ne voulez pas m'aider, je comprendrai très bien et je ne vous invoquerai plus. Je t'aiderai, bien que ma tâche soit plus difficile maintenant. Non pas à cause de ce qui va t'arriver dans l'immédiat, mais à cause de ce qui risque d'arriver dans les années à venir. Maintenant, tu dois me dire comment les élémentaires de l'eau peuvent te venir en aide. Savez-vous quelque chose du navire des terres et des mers? Je dois trouver ce navire pour accomplir le vœu que j'ai fait de retrouver ma chère Simoril. Je connais bien ce navire, car il m'appartient. Grom prétend que c'est le sien, mais c'est le mien. En vérité, c'est le mien. Grom de la terre? Grom du pays des racines, Grom des profondeurs de la terre et de la vie souterraine. Mon frère Grom. Il y a longtemps de cela, Grom et moi avions construit ce navire pour voyager dans les royaumes de la terre et de la mer, selon que nous voulions aller sur la terre ou sur la mer. Mais nous nous sommes querellés. Maudits soyons-nous. Et nous nous sommes battus. Il y eut alors des séismes, des raz de marée, des éruptions volcaniques, des typhons. Tous les élémentaires se joignirent à la bataille. D'anciens continents furent engloutis, de nouveaux émergèrent. Ce n'était pas la première fois que nous nous battions, mais ce devait être la dernière. Nous fîmes enfin la paix, de crainte de nous détruire entièrement. Je lui donnai une partie de mon royaume, et lui me donna le navire des terres et des mers. Mais il le fit à contre-cœur. Ce navire est plus un navire pour la mer que pour la terre.
car Grom s'emploie à entraver sa course chaque fois qu'il le peut. Mais si ce navire peut être utile, je te le donne. Je vous remercie, Seigneur Strahacha. Où est-il? Je te l'enverrai. Et maintenant, je suis las, car plus je m'éloigne de mon royaume, plus il m'est difficile de garder ma force de mortel. Bon voyage, Elric, et sois prudent. Tu es doué d'une force plus grande que tu ne le crois, et il y a beaucoup de gens qui pourraient user de cette force pour leur propre compte. Dois-je attendre le navire des terres et des mers ici? Non, La voix du Seigneur de la mer se voilait. Sa silhouette s'estompait. La brume était de nouveau là où était apparue la silhouette et les lueurs vertes. La mer était de nouveau calme. attends, attends dans ta tour, il va venir. Quelques petites vagues vinrent encore se briser sur la grève. Puis ce fut comme si le roi des élémentaires de l'eau n'était jamais passé par là. Divim Tvar se frotta les yeux. Il se dirigea lentement vers Elric. Il se pencha et tendit la main à l'albinos. Elric leva les yeux, quelque peu surpris. Oh, Divim Tvar, combien de temps cela a-t-il duré? Quelques heures, Elric. Il fera bientôt nuit. Le crépuscule tombe. Nous devons rentrer à Imrir. Elric se releva péniblement avec l'aide de Divim Tvar. Oui, murmura-t-il, l'air absent. Le seigneur de la mer a dit que... J'ai entendu, Elric. J'ai entendu son conseil et sa mise en garde. Vous devez tenir compte des deux. Ce navire magique ne m'inspire pas tellement confiance. Comme tout ce qui émane de la sorcellerie, le navire semble avoir ses qualités et ses défauts. C'est une arme à double tranchant, que vous tirez pour porter un coup à votre ennemi et qui se retourne contre vous. C'est le propre de la sorcellerie. C'est vous qui m'avez poussé à me faire l'exécutant de cet art occulte, mon ami. Oui, répondit Divim Tvar à voix basse. Il passa devant Elric, et tous deux remontèrent le sentier de la falaise pour aller retrouver leurs chevaux. Oui, je n'ai pas oublié, mon seigneur. Elric sourit d'un air triste et effleura le bras de Divim Tvar. Ne vous inquiétez pas, tout cela est fini, et nous aurons le navire dont nous avons besoin pour retrouver le prince Irkun au pays d'Oin et de Yu. Espérons-le. Au fond de lui-même, Divim Tvar était sceptique quant à l'aide que le navire des terres et des mers allait pouvoir leur apporter. Ils arrivèrent près des chevaux. Divim Tvar se mit à essuyer les flancs de son rouan. Je regrette d'avoir encore une fois réveillé les dragons pour une expédition inutile. Ils nous seraient maintenant très utiles pour capturer le prince Irkun. Quelle joie, mon ami, ce serait aussi de sillonner les cieux côte à côte, comme nous le faisions jadis. Quand tout cela sera terminé, et que nous aurons ramené la princesse à Melniboné, nous le ferons, dit Elric, en fourchant son étalon blanc. Vous sonnerez le corps des dragons. Nos frères dragons l'entendront, et nous entonnerons le chant des seigneurs dragons. Nos traits étincelants pointeront le porteur de flammes et son chat. Et ce sera comme au jour de l'antique Melniboné, lorsque liberté et puissance étaient deux choses distinctes. Mais n'importunons pas les jeunes royaumes, et veillons de notre côté à ce qu'ils ne nous importunent pas. Divim Tvar tira sur la bribe de son cheval. Son visage était sombre. Prions pour que ce jour arrive, mon seigneur. Mais je ne peux repousser cette pensée insolente que les jours d'Imrir sont comptés, et que mes propres jours arrivent à leur terme. C'est insensé, Divim Tvar. Vous vivrez plus longtemps que moi, cela ne fait guère de doute, bien que vous soyez mon aîné. Il galopait dans le crépuscule. Divim Tvar dit. J'ai deux fils. Le saviez-vous? Vous ne m'en avez jamais parlé. Je les ai confiés à d'anciennes maîtresses. Je suis heureux pour vous. Ce sont des Melnibonéens dignes de ce nom.
Pourquoi me parlez-vous de Divim Tvar demanda Elric en essayant de lire sur le visage de son ami. Parce que je les aime, et que j'aimerais qu'ils jouissent des plaisirs de l'île aux dragons. Et pourquoi ne jouirait-il pas des plaisirs de Melniboné? Oh, je ne sais pas. Divim Tvar fixa Elric. Je vous tiens pour responsable du destin de mes fils, Elric. Moi? Je crois, d'après ce qu'ont dit les élémentaires de l'eau, que vous seul décidez du destin de l'île aux dragons. Je vous demande de vous souvenir de mes fils, Elric. Je penserai à eux, Divim Tvar. Je suis sûr qu'ils deviendront de superbes seigneurs dragons, et que l'un d'eux assurera la succession du seigneur des cavernes des dragons. Je crois que vous ne m'avez pas compris, monseigneur. Elric regarda son ami d'un air grave en hochant la tête. Je vous ai compris, mon vieil ami, mais c'est me juger bien sévèrement que de me croire capable de menacer l'existence même de Melniboné et de tout ce que ce nom représente. Pardonnez-moi. Dit Divim Tvar en baissant la tête, mais son visage conserva la même expression. En arrivant à Imrir, ils se changèrent. On leur servit ensuite du vin chaud et des plats épicés. Malgré la fatigue, Elric était gai comme il ne l'avait pas été depuis des mois. Il semblait toutefois se forcer à cette gaieté. Les choses allaient mieux, certes, et ils retrouveraient bientôt le prince Irkoun. Mais ils ignoraient tout des dangers qui pouvaient les attendre, et ceux-ci n'étaient certainement pas des moindres. Par égard pour son ami, Divim Tvar ne voulait pas jouer les troubles faits. Il était heureux, en fait, de voir Elric de cette humeur. Ils parlèrent des préparatifs de l'expédition aux pays mystérieux de Yu et de Oin. Ils se livrèrent à des conjectures sur les possibilités du navire des terres et des mers, le nombre d'hommes qu'ils pourraient emmener à bord, les vivres qu'ils allaient emporter. Lorsqu'Elric alla se coucher, il n'avait plus cette démarche lasse. En lui souhaitant bonne nuit, Divim Tvar eut cette même sensation que lorsqu'il regardait Elric effectuer son incantation sur la grève de la plage. Ce n'était peut-être pas par hasard qu'il avait parlé de ses fils à Elric. Il éprouvait, à l'égard d'Elric, comme un sentiment de bienveillante compassion, comme s'il l'avait su à la recherche d'un plaisir qui risquait de ne pas lui procurer toute la joie qu'il en attendait. Divim Tvar essaya de dissiper toutes ses pensées et rejoignit sa chambre. Elric se considérait certainement responsable de ce qu'avait fait Irkoun et de ce qui était arrivé à Simoril. Mais Divim Tvar se demandait s'il n'y était pas également pour quelque chose. Peut-être aurait-il dû se montrer plus convaincant, plus impératif en donnant son avis, en essayant aussi d'influencer davantage le jeune empereur. Puis il chassa de son esprit ses doutes et ses questions inutiles, selon la philosophie de Melniboné. Divim Tvar se demanda soudain si Elric ne souffrait pas de régression plutôt que de déficience du sang. Elric ne pouvait-il pas être la réincarnation de l'un de leurs ancêtres parmi les plus lointains? N'était-ce pas le propre des Melnibonéens de ne penser qu'à soi-même et à son plaisir? Et Divim Tvar chassa de nouveau toutes ces pensées de son esprit. À quoi bon d'ailleurs s'interroger? Les choses étaient ce qu'elles étaient, les hommes également. Avant de se coucher, il alla voir ses fils, Divim Slorm et Divim Maeve. Lorsque ceux-ci arrivèrent, les yeux bouffis de sommeil, l'air surpris, il les observa un long moment puis les renvoya. Il ne leur avait rien dit, ni à l'un ni à l'autre, mais il fronça les sourcils, hocha la tête, se frotta le visage à plusieurs reprises et, lorsqu'ils furent partis, déclara à Niopal et Seramal, ses maîtresses, qui avaient l'air aussi décontenancées que ses rejetons. Faites-les conduire aux cavernes des dragons demain. Ils commenceront leur apprentissage. Si jeune? Demanda Niopal. Oui, je crains qu'il ne nous reste que bien peu de temps à vivre. Il ne s'étendit pas plus sur la question parce qu'il ne le pouvait pas. C'était un simple pressentiment. Un pressentiment qui était presque devenu une obsession chez lui. Le lendemain matin, Divim Tvar retourna à la tour d'Elric.
Il devait y trouver l'empereur, arpentant la galerie, qui attendait avec impatience que ses hommes lui signalent un navire au large des côtes de l'île. Mais personne n'avait aperçu ce navire. Les serviteurs demandèrent à leur maître de le leur décrire afin de faciliter leurs recherches. Mais celui-ci en fut incapable. Il put seulement leur dire qu'il risquait de le voir non pas sur la mer, mais sur la terre. Il avait revêtu son habit de guerre noir, et Divim Tvar comprit qu'il avait absorbé plus de potions encore afin de renouveler son sang. Ses yeux pourpres étaient brillants, sa parole rapide, ses mains vives, d'une vivacité surnaturelle même lorsqu'il faisait les plus petits gestes. Comment allez-vous ce matin, monseigneur demanda le seigneur des dragons. En excellente forme. Merci, Divim Tvar, répondit Elric dans un large sourire. Je serais en plus grande forme encore si le navire des terres et des mers apparaissait maintenant. Il s'approcha de la balustrade et s'y accouda. Son regard se porta alors au-delà des tours et des murs de la cité, pour scruter la mer, puis la terre. Où peut-il bien être? Je regrette que le seigneur Straacha n'ait pas pu être plus explicite. Je suis d'accord avec vous. Divim Tvar, qui n'avait pas pris son petit déjeuner, goûta au plat succulent disposé sur la table. Il était évident qu'Elric n'avait rien mangé. Divim Tvar commença à se demander si les potions n'avaient pas agi sur l'état mental de son vieil ami. Peut-être Elric devenait-il victime d'une folie provoquée par ses pratiques occultes, son inquiétude pour Simoril et sa haine pour Irkun. Ne feriez-vous pas mieux de vous reposer en attendant l'arrivée du navire suggéra-t-il à Elric en s'essuyant la bouche. Oh, voilà qui serait raisonnable, dit Elric. Mais je ne peux pas. Je suis trop impatient d'appareiller Divim Tvar, d'affronter Irkun, de me venger de lui et de retrouver Simoril. Je comprends, mais... Elric se mit à rire, d'un gros rire convulsif. Vous vous inquiétez pour moi comme le fait Sagdos. Je n'ai pas besoin de deux gouvernantes, seigneur des cavernes des dragons. Divim Tvar s'efforça de sourire. Oh, vous avez raison, Elric. Je prie pour que ce vaisseau magique... Qu'est-ce que... demanda-t-il alors en désignant un point de l'autre côté de l'île. Quelque chose a bougé dans la forêt là-bas, comme s'il y avait eu un coup de vent, mais il n'y a pas de vent. Elric suivit le regard de Divim Tvar. Vous avez raison, je me demande. Et puis ils virent quelque chose émerger de la forêt. La terre semblait se rider. C'était une chose brillante, blanche, bleue et noire. La chose se rapprochait. Une, une voile dit Divim Tvar. Je pense que c'est votre navire, monseigneur. Oui, murmura Elric en tendant le cou. Mon navire. Allez vous préparer, Divim Tvar. Nous appareillerons à midi.